Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Martin. Salut Julien, content de te retrouver. Pareil, c'est déjà la 3e fois. On a eu l'idée, et puis tu as eu l'idée de essayer de refaire comme tu avais fait chez Rob Pacey, sur le Pacey Performance Podcast, qui est un podcast qui fait référence dans le monde des sports science. Alors c'est une version en anglais, donc c'est pas forcément accessible aux francophones, même si je pense qu'on progresse en anglais. Je voulais déjà savoir un petit update par rapport aux dernières fois où tu avais intervenu sur le podcast, savoir qu'est-ce que tu deviens et qu'est-ce que tu fais actuellement. Ouais, bien sûr. Ouais, je vais essayer de le faire court aussi. Mais c'est vrai que à chaque fois que tu m'as eu, j'étais dans d'autres projets, d'autres mouvances. Donc, je sais pas, les gens qui doivent écouter doivent se dire, mais ce gars, il a aucune stabilité, où il part dans tous les sens. Ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, je suis aussi dans un peu une étape où ça part aussi un peu dans tous les sens, mais j'en suis ravi, si tu veux. Donc j'ai un peu je suis hors organisation, hors club. Je suis un peu dans un mode freelance, comme on dit. Et j'ai justement des activités très variées et comme je dis, j'en suis très content, et c'est la variété, d'avoir un peu le contrôle de ce que je fais qui me plaît beaucoup. Ça veut pas dire que je repartirai jamais ou sur un club ou une organisation, évidemment, en fonction des projets qui se proposent. Mais voilà, aujourd'hui, donc sur ce mode freelance, donc je travaille toujours un petit peu pour le groupe, le Football City Group, des petites missions à droite à gauche, des missions aussi de consulting à mon propre compte, avec des clubs, avec des fédérations, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant, permet de garder le contact avec vraiment le haut niveau, mais dans un rôle beaucoup plus macro, où j'ai pas la tête dans le guidon et je peux essayer d'apporter un peu d'expertise, tout ça. Donc ça, c'est vraiment vraiment bien. À côté de ça, et ça, peut-être les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils le voient plus, parce que ça, par contre, je communique là-dessus. C'est des missions d'éducation, de workshop, des choses comme ça pour des fédés. Ça me permet de beaucoup voyager aussi. Donc ça, c'est sympa. De convertir aussi de la recherche et de l'expérience sur des contenus, donc je disais, d'éducation pour aider les gens à se développer. Et dans la continuité un peu de ce développement, c'est plus à un niveau individuel. J'ai commencé, et plus que je ne le pensais, des petites missions aussi de mentoring. Donc ça, c'est des on va dire des profils un peu plus bon, voilà, moi j'ai 45 ans maintenant, donc c'est plutôt des gens qui sont dans leur 25, 30, 35 max, et qui ont besoin un petit peu de passer une autre vitesse avec justement les conseils d'un grand frère, comme je dis. Donc je fais un peu ça aussi en parallèle, et donc j'adore, en fait. Ça, c'est vraiment sympa, la dynamique, parce que voilà, on parle pas forcément en permanence de contenu super précis. Enfin, ça peut arriver, mais on parle plus d'approche des choses, peut-être des choses dont on va discuter justement aujourd'hui, des choses plus, comme on dit en anglais, c'est global picture, un truc plus macro aussi. Donc c'est pas mal. Et voilà, j'essaie de le faire court, mais je suis pas court. Mais je travaille aussi, je suis investi dans un centre de performance et de clinique médicale à Estepona, à côté de chez moi en Espagne. Où on a une 10-15 athlètes qui viennent à la journée pour soit de la réhabilitation, soit de la perf. C'est un centre qui est hyper bien équipé, grande salle de muscu, technologie, on a tout ce qu'il faut. C'est dans le sous-sol d'un hôtel 4-5 étoiles, donc on a des athlètes qui viennent et qui séjournent à l'hôtel et qui ont les soins, qui bossent avec nous en parallèle. On était allé dans cet hôtel en pré-saison avec Lille il y a 2 ans aussi. Okay. Et voilà, donc on est en train de grandir, on a de plus en plus de monde qui vient, et c'est hyper intéressant aussi d'avoir ce centre qui est un peu on va dire, j'y suis quelques jours par semaine, et donc ça me permet aussi d'avoir
on va dire un job hands-on, donc les mains dans le guidon aussi sur place. Donc bon voilà, quand tu mets tout ensemble, évidemment je m'ennuie pas. On en parlait un peu hors ligne aussi, tu vois, sur toute cette dynamique à la fois pro perso, mais c'est top. C'est vraiment intéressant de pouvoir d'avoir cette variabilité, cette variété dans les rôles que t'as pas quand t'es dans un club ou dans une orga. Mais voilà, chaque situation a ses avantages, les inconvénients. Ici, c'est à ce moment-là, c'est la variété, un peu de cette liberté, quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà, je t'ai fait une réponse condensée, évidemment. C'est impeccable, non, t'inquiète. Et justement, s'il y a des gens qui veulent te contacter pour en savoir plus, pour assister au workshop ou sur les questions de mentoring, etc., où c'est qu'on peut te contacter? Ouais, aujourd'hui, tu vois, j'ai vraiment switché sur l'utilisation de LinkedIn pour ça les derniers mois. Bon, Twitter depuis le rachat, c'est plus pareil. Bon, Insta ça marche toujours, mais pour cet aspect un peu pro et tout, LinkedIn, je pense que c'est vraiment bien. Facile de trouver des gens, facile d'échanger. Donc j'y ai passé beaucoup plus de temps les derniers temps pour ces raisons-là. Donc voilà. Top, super. Martin, justement, on va discuter un peu de staff, de profiler, on va dire à la française, mais de profiler un staff. Est-ce que tu peux nous dire comment on évalue la performance d'un staff? Quelles données on regarde? Est-ce qu'on regarde juste le taux de disponibilité de l'effectif, c'est-à-dire que plus il y a de joueurs disponibles pour le coach, plus entre guillemets le staff fait du bon boulot et le staff est compétent? Est-ce que tu regardes les titres qu'ils ont recueillis sur les années où ce staff-là était en place? Tu vois, quelles données tu regardes pour dire un staff est compétent au final? Ouais. Justement, donc bon, on rentre donc dans le vif du sujet. Et si je peux me permettre un tout petit zoom out, si tu veux, sur pour en arriver à la question, tu vois, c'est que et tes questions, t'es pile, comme je dis, t'es pile dedans, c'est que souvent, voire même systématiquement, tu vois, quand subitement t'as 3 blessés dans la semaine, on shoot sur le médical. Quand tu perds 2 matchs, on shoot sur les prépas physiques parce qu'ils courent pas assez, tu vois. Et donc ça, c'est malheureusement un fait. C'est ce que t'entends, c'est ce que tu lis dans les médias, c'est ce que t'entends partout, c'est ce que les collègues te racontent. Et je pense que nous, on parle entre nous, on est des praticiens et on est tous d'accord que c'est peut-être un tout petit peu exagéré, tu vois. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux de résumer ou d'aller chercher à, comme tu dis, d'aller chercher des personnes à to blame, comme on dit en anglais, ou voilà, qu'il faut. Donc il y a forcément une part partagée des responsabilités à tous les niveaux. Je dis que tu sois kiné, nutritionniste ou prépa physique, sport scientiste, docteur dans un club. Je veux dire, évidemment, chacun a sa part de responsabilité dans les résultats du week-end, hein, quel que soit le sport. C'est une évidence. Après, la question, c'est quel est ce pourcentage de responsabilité. De manière générale, les responsabilités sont toujours partagées. On va dire par un peu, t'as trois pôles. T'as évidemment les joueurs et les athlètes d'un côté, ils sont quand même responsables de leur performance au quotidien. Et puis après, il y a, on va dire, les staffs un peu plus, ce qu'on appelle les staffs permanents dans les clubs de sport co, les supporting staff, donc voilà, genre les prépas, doc, kiné, nutritionniste, ça c'est le staff permanent, c'est le staff du club. Et puis la troisième entité, c'est le staff technique, c'est l'entraîneur, c'est le coach, qui dans les sports collectifs a tendance à vite revenir pour repartir et c'est très instable. Mais voilà, la performance, elle est définitivement partagée entre ces trois entités. Donc pourquoi est-ce que maintenant subitement quelqu'un se blesse? C'est que la faute du pauvre doc qui d'ailleurs à la base, lui, il fait des très bons diagnostics. Il y a que les kinés, ils font une super réhab, mais c'est leur faute si maintenant les gens se blessent, tu vois. Donc, mais c'est une réalité. Ou c'est comme voilà, où j'en reviens à les prépas physiques font pas un bon boulot parce que l'équipe, les joueurs ne courent pas, mais on oublie des fois que souvent les activités des joueurs, déjà tu vois ça c'est pareil, je suis en train de faire une grosse parenthèse, mais on a eu l'erreur, on a fait l'erreur d'appeler ça des performances de course, toi, le running performance. Déjà le terme d'appeler ça performance, déjà on se tire la balle dans le pied parce qu'on sait bien que si je parle une fois de plus, bon je te parle du foot, courir
en soi, on s'en fout en fait. On s'en fout de courir. C'est pas une performance. La performance, c'est gagner. C'est marqué. Donc, courir, ça peut peut-être aider ou pas à gagner. D'un côté, si tu cours, peut-être que tu vas plus te fatiguer. Du coup, tu vas être moins performant et moins lucide pour aller faire les actions clés. Donc, d'estimer ou même d'évaluer la performance des joueurs au travers de métriques qui sont liées à de la course, déjà, enfin, excuse-moi du mot, mais c'est débile. C'est une information qui est intéressante pour voir un peu, pour analyser ce qui se passe. Mais après, il faut mettre ça en lien avec ton modèle de jeu, avec les demandes et tout ça. Donc, on en revient souvent à des pas uniquement des décisions, mais avec une analyse de la performance de l'équipe qui est donc gagner ou perdre, et on va se raccrocher sur des variables qui sont elles mesurables, parce que c'est difficile de savoir vraiment pourquoi est-ce que hier soir Liverpool s'est pris 3-0. Tu dis mais comment c'est possible? Et c'est pas parce qu'ils ont blessé un mec ou deux, ou c'est parce qu'ils ont moins couru ou pas. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi, si tu veux. Et donc voilà, donc par manque de connaissances, les gens se rattachent à des variables qui elles sont mesurables, mais qui, si on est sérieux et qu'on a un tout petit peu de bon sens, on comprend bien que c'est impossible qu'elles soient si importantes dans la performance finale, même si elles en sont pas. Évidemment, t'as des blessés, tu vas pas avoir les joueurs disponibles que tu souhaites et tout ça, donc c'est évident, ça impacte la performance. Mais voilà, on peut pas mettre tout sur le dos du kiné, du doc ou du prépa physique. Et donc, j'en reviens à, enfin ouais, ça peut terminer ma petite digression sur où on en est, et un peu la mission que j'ai eue les derniers mois et dans laquelle je me suis lancé sur, je la résume un peu, mais bon, allez, est-ce qu'on pourrait pas être un tout petit peu plus sérieux et professionnel dans la manière dont on appréhende et on évalue globalement la perf, et voilà, enfin la perf et les staffs, voilà, pour pas qu'on tire dans le dos du pauvre doc juste parce que on a perdu un match, on a blessé un joueur. Donc je reviens toujours à ça. Donc comment est-ce qu'on les évalue? Et si tu veux, c'est devenu, bon, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps dans les différents clubs où j'ai été, ou au travers, évidemment, peut-être même encore plus sur mes missions de consulting, où, par exemple, avec le groupe City, on m'a aussi beaucoup demandé de participer au recrutement dans des clubs. Donc là, je vais un peu utiliser le réseau que j'ai aussi. Mais c'est pareil, même moi, dans un rôle de recruteur, je peux pas juste dire, bon, faut recruter ce mec-là parce qu'il est bon. À un moment donné, il faut objectiver les compétences de ses staffs. Donc, au travers de cette nécessité d'objectiver les staffs d'objectiver leur valeur des staffs. Quand je dis valeur, c'est un grand mot, enfin leurs compétences, ce qu'ils sont capables d'apporter à une organisation, tout ça. Donc, on en revient à ton terme de profil. Et ben donc, il faut commencer, voilà, à rationaliser les choses. Et donc, dans cette idée de rationalisation, comme je te dis, c'est quelque chose sur lequel j'ai bossé depuis longtemps. Mais comme tout, tu peux évidemment pas t'en remettre uniquement à ton propre unique jugement personnel et à ta propre expérience. Il faut être capable d'aller croiser les avis d'autres personnes, évidemment dans une approche evidence informed, où tu vas surtout ramener de la recherche, ramener une approche scientifique des choses. Bon, le truc c'est qu'il y a pas 15 publis sur ça. Donc comment est-ce qu'on a commencé? Ça fait un an que le projet a vraiment commencé pour élargir un peu cette vision de l'évaluation, le profilage des staffs. On a commencé avec un questionnaire, une enquête. Donc là, c'est pareil, c'est parti d'un podcast que j'avais enregistré moi-même avec un de mes bons amis qui lui bosse dans l'industrie, dans la sécurité informatique. Et on avait commencé à parler de ça. C'est quoi donc les fameux, les KPI, les Key Performance Indicators? Comment est-ce que tu t'évalues vraiment? Est-ce qu'un staff fait le job ou pas? Et il me dit, oui, mais bon, mais nous, c'est évident, dans le système, par exemple, qu'on dit corporate, dans l'industrie, hors sport, c'est normal. Tu vois, on a tous, des objectifs. Ces objectifs sont suivis justement avec des KPI pour savoir si tu atteins tes objectifs ou pas. Et donc, on avait un peu déliré là-dessus. Et donc, c'est Lucas Schuster, un prépa, un Allemand, qui m'a contacté, qui m'a dit, je travaille là-dessus aussi. Est-ce que on pourrait pas faire un truc ensemble? Et voilà. Donc, du coup, la discussion avec Lucas, c'est toujours comme ça, vu que je suis un peu occupé sur plein de trucs. Des fois, il faut que j'ai une raison pour lancer un nouveau projet. Et donc, c'était Lucas qui m'a aidé là-dessus. Là-dessus, on s'est mis en collab aussi avec un gars qui est exceptionnel et qui a énormément bossé là-dessus. C'est Ryan King. C'est un Écossais qui est en train de faire une thèse justement sur toute cette
cette collaboration, cette symbiose au niveau des équipes multidisciplinaires entre donc justement les kinés, les prépas et tout ça. Un gars que j'avais fait venir à Lille à l'époque pour un peu nous exposer un peu toutes ces dynamiques de travail en groupe et tout ça. Donc bref, j'avais l'équipe. Pour te la faire courte, on a fait ce questionnaire. On a réussi à avoir une cinquantaine, je sais plus à peu près peut-être un peu plus, de praticiens qui ont répondu à plein de questions justement autour de comment est-ce qu'ils s'y prennent pour évaluer leur staff au niveau collectif et au niveau individuel. Oui. Donc quand je dis collectif, moi je parle toujours de cette équipe multidisciplinaire qui va être constituée de des fois 2-3 staffs, ça peut aller jusqu'à 12-15 dans les gros clubs, mais en gros voilà, on englobe justement ce staff permanent, donc les kinés, les prépas, les docs, nutritionnistes, sport scientistes, tout ça quoi. Donc comment est-ce que on évalue, on juge de la qualité du travail de cette équipe, et après on peut descendre jusqu'au niveau individuel. Donc voilà, donc longue histoire pour voir comment on en est arrivé là. Et donc l'intérêt en fait de ce questionnaire, c'est que voilà, dans mon approche qui est mon approche classique, d'amener un peu plus d'évidence, cette approche un peu scientifique, c'est que maintenant, dans ce que je propose justement au travers de mes missions de consulting, c'est pas juste mon avis, c'est pas juste voilà ce que j'ai fait dans ce club ou ce que je pense. Non, maintenant il y a donc 50, il y a la voix de ces 50 personnes qui se rajoutent à ces préconisations sur la manière de le faire. Voilà. Donc, longue intro pour que tu vois un peu la démarche et que c'est pas un truc que j'ai sorti du chapeau en 10 jours, quoi. Il y a une démarche comme d'habitude pour amener de l'objectivité, même à la démarche. Voilà. Donc, on en revient à tes questions. Excuse-moi sur voilà. Est-ce que la disponibilité des blessures, est-ce que ça suffit? C'est important? Oui. Et justement, ça c'est Alors, ça suffit? Non, mais c'est hyper important parce que au moins, donc si on en revient à la disponibilité des joueurs. C'est quelque chose, on est tous d'accord que c'est hyper important et c'est en lien avec la performance. Parce que tant qu'à faire, c'est les KPI, donc ils vont te démontrer que ton staff fait un job correct ou pas et que tu vas pouvoir suivre dans le temps, doivent être évidemment systématiquement en lien avec la finalité globale qui est gagner des matchs. Donc, la disponibilité des joueurs, c'est sûr que c'est un très très bon KPI. Parce que c'est quelque chose que tu peux mesurer, tu les comptes, nombre de joueurs que tu as disponibles ou pas sur les matchs, tout ça. Et évidemment, il y a un lien avec la performance. Le lien qui est évident, tu te dis, si t'as pas ton numéro 10 capitaine, ton équipe de base, ça va être plus compliqué. Et là aussi, et en plus, t'as des études qui t'ont montré clairement que sur des études en première ligue, t'as 2-3 études c'était El Kerim, un truc comme ça en 2020, c'est de montrer que t'avais carrément une relation linéaire entre le nombre de jours perdus et la place d'une équipe relative, la place finale en fin de première ligue, entre la place qu'ils occupaient versus la place qui était attendue en fonction de leur budget, des choses comme ça. Donc en plus, ça c'est une fois de plus, t'as de l'évidence scientifique derrière qui te dit que la player availability, la disponibilité des joueurs, c'est important. Maintenant, le problème, comme je te disais tout à l'heure, c'est que c'est un KPI qui est partagé entre les joueurs, le coach et ton équipe multidisciplinaire. Donc, tu peux pas uniquement juger ton équipe multidisciplinaire sur la disponibilité des joueurs, parce que parfois, si un joueur se pète, c'est peut-être que lui, il a pas été très bon non plus, même si toi, de ton côté, tu as fait tout ce qu'il fallait en termes de management de charge, de prévention et tout ça. Si le joueur, il fait la fête ou le pauvre, il dort pas la nuit parce qu'il a un nouveau-né, tu peux pas te mettre ça sur le dos à toi aussi, quoi. Donc, il faut arriver à trouver d'autres KPI qui sont peut-être un tout petit peu plus sur lequel l'équipe multidisciplinaire, si je te parle toujours de KPI collectif, sur lequel cette équipe a plus le contrôle. Ou en gros, c'est pas un KPI partagé avec le staff ou avec les joueurs. Et donc là, on va revenir à des choses qui sont hyper importantes et qui sont revenues comme vraiment numéro 1 de notre étude, le questionnaire. Ce qui arrive en premier, ce qui fait la compétence ce qui fait qu'une équipe multidisciplinaire fonctionne bien, et guess what? C'est quoi le plus important là-dedans? C'est ce qui arrive en premier, c'est la qualité de communication et la capacité de ces gens à travailler ensemble. Au sein, même à l'intérieur de l'équipe multidisciplinaire, donc entre les différentes sous-départements, donc typiquement que le prépa et le kiné ils soient capables de bosser ensemble.
On l'a tous vécu, ça arrive, c'est pas, il y a des fois des frictions pour plein de raisons, tu vois. Donc il y a tout ce fonctionnement à l'intérieur, collaboration, volonté de communication et tout ça. Et après, il y a aussi la capacité de cette équipe multidisciplinaire à travailler, à communiquer avec, on en revient les autres parties, avec le staff et avec les joueurs. Si l'équipe, les membres de cette équipe multidisciplinaire n'ont pas cette qualité d'empathie, de connexion avec les joueurs, ils ont beau proposer des super programmes de prévention ou de muscu, mais ils n'arrêtent pas à faire le passer avec le message avec les joueurs, bah finalement ça sert pas à grand chose. Et après, il y a énormément cette capacité à s'intégrer avec un staff qui, de plus est parfois changeant. Donc, en fonction des clubs, tu vas bosser avec des staffs étrangers, tout ça. Si cette équipe multidisciplinaire n'est pas capable de convaincre le staff de la qualité de leur travail et surtout qu'il y a ces joueurs, il faut les manager différemment cette semaine, que lui revient de blessure, comment tu vas gérer la réintégration d'un joueur quand il rentre dans l'entraînement collectif et tout ça. Si tout ça se passe pas de manière optimale, eh ben tu vas répéter des joueurs aussi. Donc les qualités de communication arrivent très haut dans des KPI qui sont très importants. L'intérêt, c'est que la plupart, comme je te le disais, c'est quelque chose qui appartient à l'équipe multidisciplinaire de le faire bien ou pas. Et là, on peut creuser. On peut creuser sur le thème de la communication, de la coordination. On peut creuser sur des méthodes, sur des moyens, sur des stratégies de com, sur des outils technologiques. Et ça, bon, je vais peut-être pas revenir dans tout le détail de comment est-ce que je l'évalue au travers de mes missions. Sinon on est là pour plusieurs heures aussi. Mais typiquement, c'est ça. Et là, on peut objectiver de manière très qualitative et quantitative, aller dans vraiment en zoomer sur comment cette communication est mise en place. Les process à la journée, les réunions, je te lui parle des outils, tout ça. Donc ça, c'est un beau KPI sur lequel, avec le pareil, donc je te réutilise des termes anglo-saxons, mais du benchmarking, tu vois, le fait d'avoir travaillé avec un paquet d'équipes, ça me permet aussi maintenant d'être capable de dire, voilà, en majorité, les équipes fonctionnent comme ça, voilà ce qu'ils mettent en place, voilà ce qu'ils mettent pas en place. Et donc, si j'interviens avec une équipe, je suis capable de leur faire un peu une comparaison entre les autres équipes similaires, comment ils fonctionnent, et quelle est cette équipe-là, comment est-ce que elle fonctionne. Et d'arriver à dire, voilà, vous êtes très bon sur ces métriques-là. Par contre, sur la com, vous utilisez pas ce système, vous pourrez utiliser ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et voilà. Donc ça, on peut aller très loin dans l'évaluation de cette qualité de communication et les moyens mis en œuvre et les approches, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est on va dire un des éléments très importants. Et si tu veux, pour terminer rapidement au niveau collectif, après ce qui arrive et qui est aussi un peu plus chiffrable, parce que tes KPIs, c'est quelque chose ça doit rester simple. Ça doit rester simple. Tu dois pas en avoir beaucoup, mais savoir en gros si tes gars, on travaille dans la bonne direction. Donc, on blesse pas trop de joueurs. On est bien organisé pour communiquer, collaborer. Et le dernier niveau, ce serait d'être vraiment capable de savoir si tout ce qui est attendu en termes vraiment métier, donc on arrive finalement quand même à des choses qui pourraient paraître prioritaires au départ, mais on s'aperçoit qu'ils ne le sont pas tant et que c'est vraiment plus peut-être la communication. Mais ce qui est prioritaire quand même, c'est que le job, il est bien fait. C'est que chaque joueur est profilé correctement en termes de leur force, leur faiblesse, qu'on tient bien compte de leur antécédents de blessures, qu'ils ont des programmes individuels et tout ça. Donc voilà. Et ça aussi, évidemment, il y a énormément de choses à évaluer dans le travail qui est proposé. Est-ce que le travail, il est en lien avec la littérature ou ils ont juste jeté une pièce et ils ont dit tiens, on va faire ça ce matin? Est-ce que derrière, c'est aussi quelque chose qui est aligné avec ce qu'on appelle les best practices, avec en gros ce qui est pas forcément toujours publié, mais c'est comme ça qu'on en revient à l'idée de benchmarking. C'est comme ça que tous les clubs ou les organisations font. Est-ce que on va pas inventer quelque chose? Alors, c'est bien d'être innovant et des fois d'être en avance et inventer des trucs, mais voilà, on va déjà faire la base, faire bien les choses que tout le monde fait, et on verra après si on innove et si on fait des choses un peu différentes. Donc voilà, je dirais c'est le troisième niveau d'évaluation ou d'observation sur les pratiques. Et là, donc on a 3 niveaux. On a donc 3 gros KPI qui permettent déjà d'avoir une direction, une idée de voilà, de si le travail est plus ou moins bien fait. Et voilà. Et ça, c'est dissocié de on gagne ou on perd le week-end. Et si on en revient à être capable de dire voilà, les choses sont bien faites, il faut s'appuyer évidemment bien plus là-dessus
que j'en reviens sur nos résultats en match. Voilà, donc je t'ai fait une très très longue réponse, mais j'espère que ça couvre un peu l'idée de ce premier aspect sur l'aspect collectif. Voilà. Merci Martin, t'as fait un podcast à l'intérieur du podcast. Exactement. Et une question, pareil entre guillemets pour le grand public et qu'on entend dire, on entend dire que les meilleures équipes, elles ont les meilleurs à leur poste et les meilleurs staffs. Avec ton expérience, avec l'étude que vous avez menée, est-ce que c'est vrai ou est-ce que pas forcément? Et est-ce que, alors je pousse un peu le trait à l'extrême, est-ce que si des fois c'est pas les meilleurs staffs individuellement, mais que collectivement, comme tu dis, il y a ces 3 KPI qui sont à haut niveau, ça compense des valeurs individuelles un peu moins bonnes que d'autres clubs? Ouais. La question, merci de la poser, elle est excellente et elle mérite vraiment d'y réfléchir, ou enfin tu vois, merci de me la poser, parce que évidemment il y a aucune corrélation entre la qualité des staffs et les pratiques et les résultats des clubs ou le statut des clubs. Et ça aussi, c'est quelque chose que quand je bossais avec Hitman, parce qu'on avait fait un peu ces mini audits, on l'avait fait avec un paquet de clubs et on l'a même publié ce manque de corrélation. À l'époque, ce qu'on faisait avec Hitman, on appelait ça le Performance Science Index. Donc en fait, c'est pareil, voilà, une évaluation de tout ce qui est fait sur les pratiques type au niveau performance et médical. Donc on en revient à la data qui est prise, aux tests qui sont faits, à tout ça. On mettait tout ensemble et on avait un index. Et bon, et en gros, je fonctionne toujours de cette manière, maintenant, donc dans mon approche de consulting individuel. C'est un truc que j'avais monté avec Hitman, donc je me suis permis en gros de reprendre le truc à mon compte. Mais voilà, donc on a cet index qui te donne en gros une note de 0 à 100 sur est-ce que tu fais les choses bien ou pas. Enfin bien, de manière optimale, comme c'est attendu dans les livres, si tu suis la littérature et les sport science et la médecine et kiné. Et on a essayé de corréler avec 2 indices. Premier indice qui est la valeur marchande du club. Donc en gros, tu as le prix de tes joueurs et tout ça, tu trouves facilement ça sur le net. Aucune corrélation entre l'indice de pratique et la valeur marchande du club. Et la deuxième analyse, au lieu de à la place de la valeur marchande du club, on a pris un index qu'on appelle le ELO, le ELO, le ELO rating, en fait, qui te donne une mesure quasiment en instantanée de la performance sportive d'un club. Ça aussi, tu as des sites qui te le sortent sur Internet. Et en gros, si tu regardes aujourd'hui, le ELO actuel, je crois que c'est Manchester City qui est tout en haut. C'est par rapport à au nombre de matchs qu'ils gagnent, les buts qu'ils marquent, contre qui ils ont gagné récemment et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est relatif, interactif entre toutes les équipes. Et donc, tu peux avoir une mesure de performance très globale d'une équipe au travers de cet indice. Et là aussi, aucune corrélation entre notre indice le Performance Science Index et la performance des équipes. Donc, tu peux le voir dans les deux sens, un peu ce manque de corrélation. Si tu veux un peu te moquer de moi, tu vas dire qu'est-ce qu'on s'embête avec à vouloir que toutes les pratiques soient parfaites si de toute façon il y a aucune relation. C'est vrai. Bon, continuons à jeter des pièces en l'air et à faire ce qu'on veut. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais pourquoi? Parce que les gros clubs avec des gros budgets, parfois ils ont juste des joueurs qui sont tellement performants que même s'ils faisaient n'importe quoi au niveau des staffs, ils gagneraient quand même. Mais l'idée évidemment, c'est que c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. C'est qu'à un moment donné, si tu fais vraiment n'importe quoi au niveau médical et performance, tu peux quand même pas gagner tous les ans. Il y a un moment donné, il y a quand même une justice, tu vois ce que je veux dire. Donc au niveau instantané, il y a aucune corrélation. Maintenant, et ça je l'ai vécu moi en interne dans des clubs les clubs avec qui je travaille de l'extérieur, ça va évidemment aider à stabiliser le club d'année en année. Parce que tu vas avoir justement cette routine, cette stabilité, et petit à petit, les choses vont se construire, les joueurs vont être plus robustes, les pratiques vont être plus logiques, et c'est quelque chose que tu construis sur le moyen long terme. Et j'en reviens au rôle des responsables performance un peu dans les clubs. On est là, on espère pouvoir être là pour gagner le mois prochain, mais notre boulot, c'est du moyen long terme, c'est sur plusieurs années. C'est sur plusieurs années que tu construis un club et que tu construis des
des process, des joueurs et tout ça. Donc ça prend du temps. Donc voilà. Donc pour en revenir à est-ce que c'est dans les meilleurs clubs qu'il y a les meilleures pratiques? Alors c'est sûr que non, c'est pas lié. Est-ce que c'est dans les meilleurs clubs qu'il y a les meilleurs praticiens? Alors là c'est pareil. Tu vois de tout. Et justement avant toi, je te parlais par exemple de mon activité de mentoring. Je travaille avec essentiellement donc des gens un peu plus jeunes qui sont pas forcément dans des gros clubs, mais qui aspirent tous à aller dans des gros clubs. Et quand ces gars me montrent ce qu'ils font dans des plus petits clubs, ça peut être de la deuxième division. Là, je travaille avec un gars en Hongrie. Ils sont dans le haut de tableau de la deuxième division. Ils étaient en première division avant. Mais tu hallucines de la qualité du travail, de l'organisation, de comment ils sont structurés, de comment ils bossent. Il y a énormément de clubs en première division dans des gros championnats où les gars sont très très loin de la qualité du travail de ce petit club en Hongrie, tu vois. Et ça c'est un exemple parce que j'étais avec lui en call juste avant notre podcast, donc c'est tout frais. Mais je peux t'en trouver des centaines d'exemples de gars qui bossent dans des petits clubs mais qui travaillent excessivement bien, tu vois. Et à l'inverse, dans des gros clubs, des fois, il y a tellement de staff que c'est dilué. Il y a un prépa physique qui est en charge de la jambe gauche et l'autre préparateur physique c'est la jambe droite. Tout est t'es 10, donc comme c'est dilué, personne vraiment ne s'investit à 100% parce que du coup qui est responsable, de la droite ou de la gauche, ou tu vois, ça manque de vision du coup parce que c'est dilué, parce qu'il y a tellement de monde. Et cette fragmentation fait que, en fait, t'es plutôt un staff à cocher des cases, mais pas forcément à mener un projet de développement du joueur, de choses comme ça. Pareil, je dis surtout pas que c'est le cas partout, mais ça peut arriver. Et donc, on en revient vraiment au fond de ta question, c'est que qu'est-ce qui fait vraiment la qualité de ce qu'une équipe de praticiens est capable de délivrer ou d'apporter à des joueurs? C'est d'arriver à coordonner tout ça et vraiment de suivre, d'avoir une vision. Et que les gens, indépendamment qu'ils soient 2 ou 12, se mettent au service de cette vision pour être au service du joueur et du projet qui est plus grand qu'eux, évidemment, qui est le projet du joueur, de l'équipe et du club. Et ça, on en revient à un niveau plus individuel. C'est que, et ça c'était ce que tu me demandais aussi, c'est pas intrinsèquement si le prépa, ça fait juste 4 ans qu'il est dans le job et qu'il a juste fait une licence TAPS. Bon, on va pas être très loin comme ça, mais c'est un début. Versus le prépa qui a 40 piges, qui a fait Exos, NSCA, mais en même temps, il a été voir un truc en Espagne, en Suède. Et derrière, il a bossé dans 12 clubs. Ok. Alors, c'est clair que ça n'a rien à voir en termes de profil de ce qu'ils vont pouvoir apporter. Mais ce qui va importer le plus, c'est que l'un ou l'autre se mettent au service du projet, du club et qui bosse avec ses collègues. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, quand j'en reviens en recrutement, recruter des gens et tout ça, quand on me demande d'aider à recruter ou quand moi dans mes rôles j'ai dû recruter des gens, évidemment on regarde les compétences et le CV, mais sans surprise, à 2 CV égales, évidemment c'est pas ça que tu regardes. Ou même à CV inférieur en termes d'expérience, tu vas évidemment prendre le mec qui a envie de s'intégrer dans un projet collectif. On va dire, là j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est une réalité. Et malheureusement, on en revient, alors on a fait un podcast là-dessus, mais si on revient à l'ego et mon bouquin et tout ça, je l'ai trop vécu et je l'ai trop entendu, où tu peux avoir une somme de gens très compétents qui bossent côte à côte, mais pas ensemble, et le produit final, il est parfois malheureusement inférieur à ce que des gens peut-être un peu moins compétents sont capables de faire quand ils bossent ensemble et qui rament dans le même bateau, tu vois. Donc ça c'est hyper difficile à créer parce que c'est un peu une alchimie et tout ça, et quand ça fonctionne pas, tu tapes la tête contre les murs parce que tu te dis quel gâchis, et quand ça fonctionne, tu kiffes. Parce que quand ça fonctionne, c'est magnifique de savoir que voilà, quand ça fonctionne, c'est 1 + 1 égale 4, tu vois. Donc ça c'est bien. Et pour avoir vécu un peu les deux extrêmes, quand tu vis quand ça fonctionne bien, t'es encore plus frustré de ce que t'as vécu quand ça fonctionnait pas, parce que tu dis en fait c'est possible, tu vois. Top, super. Et Martin, à titre individuel, on a parlé de KPI. Qu'est-ce qu'on attend d'un bon physio? Qu'est-ce qu'on attend d'un bon nutritionniste? Qu'est-ce qu'on attend d'un bon prépa physique, en gros? Ouais, merci pour la question aussi. Donc ça, si tu veux, c'est aussi ça fait partie un peu de la recherche que j'ai fait. Et là, je suis allé créer aussi justement des grilles très détaillées
qui sont liés directement au job description, donc pardon, au poste, aux descriptions des postes de ces différents rôles. Et alors, ce qui est important de dire, c'est que ces descriptions des rôles, elles vont être, tu peux pas faire des copier-coller, parce qu'en fonction, justement, on en revient au nombre de staff qui vont collaborer. Tes missions, elles peuvent être plus ou moins larges. On en revient à quelqu'un qui bosse dans un petit club. Il va y avoir 1 ou 2 kinés max. Ça se trouve, ils sont même pas à temps plein. Et puis il y a un prépa qui va être aussi sport scientist, nutritionniste, et en même temps il va être intendant parce que c'est lui qui s'occupe de préparer plein de trucs avant l'entraînement. Donc lui, c'est sûr que sa description de poste, elle va être beaucoup plus large que je te dis dans un gros club où il y a 5 prépas et que chacun s'occupe d'une jambe. Donc il faut d'abord bien établir qu'est-ce qu'on attend de ces différents staffs en fonction du rôle qui est lié au contexte de l'organisation dans laquelle ils bossent. Et voilà. Et une fois que ça c'est vraiment le point de départ. Alors il y a tous les points qui sont liés au fonctionnement du quotidien. Est-ce que donc les tâches et les rôles de ces personnes. Donc là, évidemment, ça veut dire que voilà, si je demande à mon préparateur physique qui s'occupe plutôt de la salle, eh ben lui, il va falloir qu'il soit très très bon sur tout ce qui est mouvement, tout ce qui est évaluation de la force, tout ce qui est monitorisation, pareil, de ce travail en salle, tout ça. Donc voilà. Mais si maintenant le prépa physique, lui, son travail, c'est uniquement d'être sur le terrain et de s'occuper de la réhab, la dernière partie de la réhab, eh ben, ce qu'on va demander de lui, on va lui demander des choses qui sont évidemment plus liées à ce qu'il doit faire dans son rôle qui est défini. Donc, l'évaluation d'un kiné, d'un prépa ou autre, il faut le faire au travers du prisme de ce qui va vraiment leur être demandé. Là, on est sur des aspects qui sont très métiers. Et évidemment, ça, je pense que j'en ai parlé suffisamment avant, une énorme partie de l'évaluation aussi va être liée à des caractères, des traits personnels de personnalité ou de caractère. Tu vois, combien de fois est-ce que tu vas rencontrer des gens qui sont dans le métier depuis longtemps et qui te disent « Oh, ben c'est bon, ça fait 35 ans que je fais le job, tu vas pas m'emmerder avec tes papiers. » Tu vois, ça, c'est à double tranchant parce que l'expérience qu'ont ces gens-là, tu peux pas, enfin, elle est très, très précieuse. Je veux dire, j'ai pas encore 35 ans d'expérience et j'attends juste le jour où ça m'arrivera parce que rien ne remplacera l'expérience. Et une fois de plus, je te parle toujours de contexte et tout ça, c'est. Mais par contre, en 35 ans, il se peut qu'il y ait 2-3 trucs qui aient changé quand même, tu vois. Donc, tu veux être capable d'avoir des gens qui sont capables en permanence de marier l'expérience, mais d'être toujours ouvert sur la nouveauté, sur les nouvelles pratiques et tout ça, quoi. Donc, cette capacité d'ouverture, cette volonté d'apprendre, elle est clé. Elle est clé dans le profil des staffs que tu vas rechercher aussi. Et j'en reviens aux gens que je rencontre au travers du consulting ou du mentoring. C'est ça, en fait. J'ai la chance de travailler qu'avec des gens qui ont cette volonté d'ouverture, parce que sinon ils m'appelleraient pas. Les gens qui n'ont pas besoin d'apprendre ou qui n'ont pas besoin d'aller regarder un avis extérieur, bah, ils m'appellent pas parce qu'ils savent. Donc, tu vois clairement, à mon sens, c'est comme ça qu'on avance. Et je pense que s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont toujours là, après tout ce que je raconte, c'est qu'ils ont envie d'apprendre un petit peu aussi, ils ont envie de se développer, tu vois. Voilà. Mais ça, c'est central quand tu évalues quelqu'un ou que tu profiles quelqu'un. Faut faire attention un peu au terme aussi. Tu vois, c'est la discussion que j'ai eue avec le très très bon et que tout le monde connaît, Yann Lemeur, tu vois. On parlait de ça aussi et eux déjà à Monaco, je pense que je ne trahis rien en disant qu'ils bossent très très bien à tous les niveaux. Ils travaillent très bien sur ce qu'ils font en termes de contenu, mais ils travaillent très bien sur l'organisation et surtout la vue macro que Yann a sur l'organisation et tout ça. Donc c'est une des premières personnes avec qui j'ai discuté aussi autour de ce projet-là d'évaluation de KPI et tout ça. Et Yann est le premier à te dire que la manière dont tu amènes ces évaluations, ou même la manière dont tu utilises le terme évaluer, toi, ça peut vite être un peu crispant. Quand tu dis à un staff, on va t'évaluer. Évaluer, ça sent un peu la sanction derrière, quoi. C'est pour ça que t'as bien utilisé toi-même au départ le terme profilage, tu vois, où tu as dit profiling. Mais profilage, c'est pas mal, ça passe un peu mieux, tu vois. Mais c'est vrai. Donc bon, ça c'est toute notre histoire de comment tu l'amènes, comment c'est perçu, tout ça. Et voilà, bon, c'était juste une petite dédicace à Yann parce qu'il fait un travail incroyable. Et voilà, donc il y a de la lumière au fond du tunnel parce qu'il y a des gens très bons qui font déjà tout ça très bien. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de clubs où ils sont vraiment dans l'obscurité parce que ça c'est une réalité aussi, c'est que
et c'est une réalité, c'est un fait. Il y a des clubs où quand je parle de club, je parle pas que le club de foot, mais donc je bosse avec du rugby, avec des sports individuels et beaucoup des fédérations où ça n'existe pas, où les gens sont recrutés, ils ont pas de fiche de poste. Ouais, je suis recruté, je suis préparateur physique. C'est quoi tes missions? Ouais, bah écoute, bah non, mais tu rigoles, il est où le papier? Parce que si t'as pas le papier, comment tu vas pouvoir le mettre face à ses responsabilités? Surtout si à un moment donné ça se passe mal, et peut-être qu'à un moment donné tu vas vouloir le mettre dehors, le pauvre gars, parce que t'es pas content de lui. S'il y a rien marqué nulle part, bah comment tu fais pour justifier du fait que tu sois pas content de lui? Ou à l'inverse, t'es super content de lui et tu veux lui mettre une petite prime, va falloir que t'ailles voir ton boss. On va dire ah non, il a super bien bossé, on lui met une prime. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Bah si, je te dis, j'aime bien comment il bosse. Ah bah super. Là tu vas aller loin pour l'avoir ta prime, tu vois. Donc il y a des organisations, aussi surprenant que ça puisse être, où tout ça n'existe pas. Donc, au boulot, allons-y, tu vois. Mais j'espère que au travers de ce que je raconte, on comprend qu'il n'y a pas du tout j'ai ambition pour aider les choses, et les gens, tu vois. Et je me moque un peu quand je dis c'est incroyable, ça n'existe pas partout. Bon, mais c'est un fait, c'est comme ça. Maintenant, on va pas être là pour tirer sur les gens et critiquer juste sur le fait de critiquer, mais allons-y, parce qu'au final, on va tous être gagnants. On va tous être gagnants à avoir des fiches de poste et un peu d'objectivité dans ce qu'on fait. On sera tous gagnants parce que tant qu'on fait les choses bien, ça va nous valoriser. Et puis peut-être que ça va pousser vers la sortie des gens qui font pas les choses bien. Bon, bah tant pis pour eux. Mais au final, qui va être gagnant? Les clubs et les joueurs. Donc faisons les choses bien, évidemment. Donc voilà, j'espère que mon approche, elle est pas. Ce que j'essaie de faire, c'est que si je me permets de critiquer les choses, j'essaie d'apporter au moins quelque chose qui peut faire partie de la solution, tu vois. Donc c'est un peu ma démarche. Donc j'espère, voilà, ça c'est le disclaimer. Peut-être j'aurais presque dû commencer par ça, mais ma démarche, elle est, je trouve pas le mot une fois de plus en français, mais elle est bienveillante. Voilà, c'est une démarche bienveillante, évidemment. Top. Et Martin, comment recruter les meilleurs à leur poste? Donc on a expliqué un peu l'importance des fiches de poste, l'importance des KPI au niveau collectif, au niveau individuel, et comment, donc toi en tant que recruteur, comment tu sélectionnes les meilleurs? Alors on en a un peu parlé aussi, et comment tu leur vends le projet, et comment tu leur dis si vous venez ici, c'est mieux qu'ailleurs au final? Ouais, ça va dans les deux sens, comme tu dis. Donc, il y a déjà trouver la bonne personne pour le contexte. Donc, on en revient à quelles sont les forces en présence, quelle est déjà l'organisation en place, qui fait quoi. Donc, être capable de bien définir la fiche de poste dans ce contexte-là, qui pourrait être différent ailleurs. Donc, c'est là que tu as des personnes, et ça, j'en ai des centaines d'exemples, des collègues à moi, qui en changeant de club, ont adapté leur rôle en fonction des nécessités du contexte présent. Donc ça, c'est déjà hyper important. On en revient à bien définir les choses, les attentes. Dans l'autre sens, pour arriver à vendre un projet à un staff, ça dépend aussi du profil du staff. T'as des gens qui sont omnibulés, et je le comprends aussi qu'à un moment donné, ils veulent être capables de se retrouver dans un gros club pour vivre des trucs spéciaux, d'avoir un gros logo sur le t-shirt, et ça le plus important. Donc eux, tu vas leur vendre le niveau du club. Voilà, c'est un grand club, ou c'est un club qui est plus haut entre guillemets dans la hiérarchie que dans le club que tu bossais avant. Avant, je bossais en Ligue 2, là c'est l'occasion d'aller en Ligue 1. Bon voilà. Ça me va, et à limite je suis prêt à tout m'adapter parce que je veux juste monter dans les niveaux, parce que mon objectif un jour c'est d'être sur le banc au Real Madrid. Ça je l'entends complètement, et c'est très bien. Donc ça peut être le vendre en termes juste ça. Après je dirais heureusement il y en a quand même beaucoup qui ont un peu plus de on va dire une vision un peu plus à moyen et long terme, et c'est pas juste le niveau, le statut du club, mais c'est comment est-ce que ce poste-là va leur permettre de se développer. Ou est-ce que peut-être ça va les mettre un peu dans une zone de moins de confort, ou par exemple, tu vois, je te donne l'exemple toujours de quand tu vas compartimenter les missions. Tu peux avoir quelqu'un qui était un peu plus un profil généraliste, qui avait différentes missions dans un club plus petit, dans un club, et maintenant on va lui demander d'être spécialiste un peu plus sur le travail en salle, sur le travail de réhab, des choses comme ça.
et ben quelque part ça va leur permettre de développer parce qu'ils vont laisser des choses de côté, mais à l'inverse ils vont pouvoir passer beaucoup plus de temps à réfléchir sur un certain domaine. Donc ça pour moi ça rentre dans un plan de développement à moyen terme d'un staff, de devoir par exemple se spécialiser. S'il va rentrer dans une organisation, on va lui demander d'être plus focus sur un thème. Donc ça peut participer à convaincre un staff de venir. Et après, tout comme on a tendance des fois aussi à dire que les staffs doivent être ouverts à vouloir grandir, à vouloir s'améliorer, tout ça, et ben si en tant que club on est capable de vendre aussi un développement. Ça, j'ai fait un podcast récemment avec une collègue américaine, Stéphanie Mock, où on discutait un peu de comment eux ils mettent ça en place. Elle bosse aux États-Unis dans une grosse université. Et voilà, ils ont des plans de développement pour les staffs. Donc tu rentres dedans, et je sais pas, même eux, donc toi en Amérique, en Australie, tout ça, en Angleterre, souvent tu rentres, t'es interne. Donc t'es interne, ça veut dire qu'en gros t'es en stage, t'es stagiaire, tu gagnes rien. Mais au moins, au lieu juste de te bien presser le jus, et à la fin de tes 6 mois de stage, on te répond même plus. Non, eux, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils te proposent une formation en parallèle, parce qu'ils te payent pas, mais au moins ils te forment. Donc, tu as une formation en interne, tu as du mentoring par les staffs en interne, tout ça. Donc, si ton stage se termine, bah, tu n'auras pas fait que observer, mais tu auras aussi appris des trucs. Et puis après, si éventuellement on peut te proposer un job à temps partiel ou choses comme ça, et petit à petit, on va te faire rentrer dedans. Bon, là, j'en suis aux internes, mais après, aux staffs qui sont permanents, c'est aussi de réfléchir avec eux sur un plan de développement. Et là, c'est pareil, on peut faire tellement de choses. Donc, toi, maintenant, je vois beaucoup de clubs, et ça, tu vois, je suis plus que ravi quand je vois comment au LOSC ils ont continué, ils ont réussi à avoir plus de budget, j'ai l'impression, que le budget qu'on avait à l'époque, où on faisait venir de temps en temps un mec de l'extérieur qui nous faisait une petite mini conf à l'intérieur sur comment il gérait ça. Je parlais de Ryan King qu'on avait fait venir pour discuter de la dynamique entre collègues. On avait fait venir des spécialistes sur une thématique très spéciale, que ce soit de la muscu, du monitoring. Et ben là, je vois comment LOSC il continue à le faire. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais que je connais. Bah c'est top. Ça veut dire que la petite dynamique qu'on a mis en marche, eh ben ça satisfait tout le monde. Et maintenant, les gens viennent se former. Et voilà. Donc ça tu le vends au staff aussi en disant tu viens pour travailler avec nous, mais en même temps tu vas pouvoir apprendre avec nous aussi, parce que on va être capable de t'organiser des mini formations, que ce soit au niveau collectif ou pourquoi pas au plan individuel aussi. Et tout ça, bah, ça se budgétise. Et ça, bah, il faut être capable de le préparer en avance, en amont, avec tes responsables, c'est ton directeur sportif, je sais pas qui, en fonction des structures aussi. Mais c'est une évidence. Et quand tu vois l'investissement, ça va être quelques milliers d'euros par-ci, par-là pour développer des staffs, pour améliorer les compétences de ton staff. Pour moi, ça se discute même pas l'intérêt et le retour sur investissement que t'as si t'investis là-dedans. Et puis aussi ce que tu lis partout. Pourquoi est-ce que les gens, alors ça c'est plus des histoires c'est plus ce que tu lis dans le monde plus quand je dis corporate, le monde hors foot si tu veux, hors sport pardon. Qu'est-ce qui fait que les gens quittent leur boulot? La première chose, c'est que ils sentent pas qu'ils ont une reconnaissance de leur supérieur. Donc, tu as quand même un aspect un peu, on en parlait aussi, carte externe, et tu as besoin de sentir que tu bosses pas pour rien, mais que ton travail est reconnu et il y a une certaine valeur qui est reconnue. Et le deuxième aspect, c'est qu'ils ont l'impression ils ont pas l'impression de grandir assez. Donc, pour être capable que en fait, et à l'inverse, tu veux garder tes staffs parce que la stabilité va t'aider à construire, à développer. Si tu changes de staff tous les 6 mois ou tous les ans, tu passes déjà 6 mois à les mettre à jour et tu perds ton temps et t'avances pas. Donc, les Anglais, ils parlent de staff retention, ça pour retenir tes staffs. Il faut, une fois de plus, les mettre dans un environnement où ils sont reconnus, leur travail est reconnu, et derrière, tu les fais grandir et tu les accompagnes. Au travers des missions à l'intérieur, mais aussi au travers de ce que tu peux leur apporter sur ces plans de formation et tout ça. Et c'est pareil, tu vois, je pense que quand on en parle, ça paraît une telle évidence, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dans le tunnel et il n'y a pas de lumière, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas un jugement, je leur dis, mais je pense qu'il est temps de faire mieux, en fait. On se doit de faire mieux. Carrément. Et on a parlé de fiches de poste.
comment construire une fiche de poste tout seul ou comment le faire avec son N+1, comment tu l'amènes quand tu es déjà dans un club, que la fiche de poste est pas très bien définie, comme on disait, tout ça, comment tu l'amènes, comment tu l'expliques à ton N+1 en disant ben voilà, moi j'aimerais savoir où on va et j'aimerais savoir là où je dois être bon. Aussi, on en parlait, et puis tu en parlais avec Ropé ici, dans l'optique peut-être de réclamer des bonus après parce que t'as été bon là où t'as demandé d'être bon. Tu vois, comment t'amènes la discussion quand à la base t'as un poste qui est un peu flou et où tu touches à tout. Ouais, bah c'est une très bonne question. On a déjà un petit peu parlé, tu sais, par rapport à vraiment. Bon, non, on va peut-être pas forcément parler de la job, de la fiche de poste, parce que ça, on en a déjà beaucoup discuté sur. Elle est liée au contexte et en gros à ce qui est attendu de toi. Je pense que tu me demandes plutôt par rapport à la démarche à suivre. Comment est-ce que tu l'amènes si elle n'existe pas? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que normalement, elle devrait exister parce que quand tu as signé ton contrat, elle est dans le contrat normalement. Mais soit, admettons, et ça arrive, elle est pas là. Va falloir faire preuve de diplomatie pour commencer, mais c'est évident que c'est quelque chose qui se prépare, je dirais peut-être de manière un petit peu confidentielle avec ton N+1. Tu vois, moi j'irai le voir. Bon bah tiens, en plus, je l'ai vécu, tu vois, donc. T'es plutôt tiens regarde j'ai commencé à mettre au propre j'ai commencé à coucher sur le papier un peu mes missions, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu vois, parce qu'à un moment donné il va falloir que ce soit validé par le N+1, c'est sûr, mais ce qui aide beaucoup, il faut passer par la RH, parce que une fois de plus dans le monde hors sport, c'est même impensable que ces fiches de poste n'existent pas, et c'est même une mission de la RH, je veux dire, quelque part c'est presque il y a un problème. Si dans une institution, les gens n'ont pas de fiche de poste, c'est que quelque part, la RH fait pas son job. Donc, même si c'est un petit club ou une petite organisation, il y a forcément quelqu'un qui est plus ou moins responsable RH. Parce que ça se trouve, c'est une personne qui a plusieurs missions, mais dans ces missions, il y a aussi l'aspect RH. Bon, bah, c'est cette personne-là qui est pas forcément ton N+1, mais cette personne-là qu'il faut vite ramener dans la boucle en disant, bon, formalisons les choses. Formalisons les choses, ça va nous aider, tout ça. Et après, je pense que, une fois de plus, ça revient un peu du sens commun, que ce document doit exister. Mais voilà. Donc, j'irai pas uniquement vers le N+1, mais j'irai chercher un peu de l'aide sur l'aspect RH. Et on en revient à cet aspect RH, et c'est quelque chose que j'ai pas précisé non plus, mais dans mes missions, quand je viens de l'extérieur et que j'aide des clubs à formaliser ces fiches de poste et tout ça, c'est plus qu'une évidence. Je travaille directement avec le service RH derrière, parce que c'est une extension de leur rôle, et je vais pas faire quelque chose je vais pas travailler à leur place. En fait, je vais les aider sur un aspect métier qu'ils ont pas forcément. Par contre, j'ai aucune idée, moi, de la manière dont ça se formalise, tout l'aspect très contractuel, très admin. Ça, c'est même pas mon rôle, mais par contre, j'apporte une connaissance métier et le contexte. Donc, c'est vraiment un partenariat, c'est une équipe, c'est avec la RH. Et à partir du moment où c'est amené avec de la lisibilité, c'est même très bien perçu. Et en passant, il faut forcément que je fasse une autre petite dédicace à Clotilde Fourchet, qui m'a énormément aidé dans cette démarche et cette réflexion. Donc, petite dédicace et merci à Clo, et aussi à Arthur Sibod, avec qui je travaillais à l'époque à Paris, qui est aussi dans la RH, et ils ont passé pas mal de temps avec moi derrière pour me caler un peu sur ces thématiques. Donc voilà, parce que voilà, on travaille pas dans notre silo entre performance et médical, on travaille avec eux aussi, avec les gens de la RH. Et en passant, au travers de ces conversations avec Claude, je me suis aperçu comment c'est passionnant aussi, et comment elle est passionnée de ce thème, mais comment c'est passionnant quand tu rentres dans cette mission de formaliser les choses pour aider les gens dans leur développement personnel. Je veux dire, c'est la base, en fait. Tu vois, on en revient à notre équilibre vie pro, vie perso et tout ça. Tu passes tellement de temps dans ton job. Bah, pourquoi est-ce que ce serait pas bien fait aussi, et pourquoi est-ce qu'on t'aiderait pas à te développer dans ton aspect pro aussi? Donc ça m'a fait du bien aussi d'avancer dans ce domaine. Quand je suis sorti de mon sport science et de la prépa et tout, parce que on en revient à aider les gens à se développer et à être plus heureux dans leur job. Et voilà, ça aussi c'est important. T'as raison. Et en tant que, j'allais dire que prospect ou que membre d'un staff,
comment t'es conscient, alors pareil c'est un peu philosophique, mais comment tu peux être conscient de tes forces et tes faiblesses? On dit que là t'as la fiche de poste et tout, tu sais ce que tu fais, mais comment en tant qu'individu, tu dis ah ouais mais en fait là je suis bon sur ça, mais en fait je suis mauvais là-dessus. Tu vois, est-ce qu'il faut il faut prendre du recul? Est-ce que on parlait de mentoring, est-ce que tu demande à tes collègues ben voilà qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait là, c'est bien, c'est nul, ou tu vois, carte externe, carte interne, comment tu fais pour avoir un regard objectif sur ta propre performance au boulot, entre guillemets. Ouais, ça c'est une super question aussi, et je pense qu'il y a différentes manières de le voir. Il y a, une fois de plus, il faut que ça devienne une démarche propre, individuelle. Et je pense que si on essaie d'être un petit peu objectif avec nous-mêmes, à un moment donné, on doit être quand même capable de savoir dans quel domaine on est bon et dans lesquels on a besoin de grandir encore. Tu vois, je pense que c'est une réflexion au travers de soi-même, et des choses, des connaissances qu'on n'a pas. Je pense qu'on doit être capable de le faire quand même. On doit faire un premier pas de nous-mêmes en disant voilà, dans mon job, dans ce qu'on me demande de faire tous les jours, ça, je sais que je le maîtrise plus ou moins. Je suis à l'aise quand je suis avec un joueur, je sens que ça se passe bien. J'ai l'impression que je connais relativement bien la littérature. J'ai pas forcément l'impression quand un collègue me pose une question, j'ai pas besoin d'être à la rue. Par contre, dans ces domaines-là, quand on rentre dans ces discussions-là, bon, tu vois, typiquement vu mon profil, quand on a nos réunions avec les collègues, dès qu'on va très loin dans l'aspect médical et tout, tant qu'on est sur de la réhab, que c'est à du mi-chemin, de la prépa et tout, j'arrive à suivre la conversation, paf, on bascule sur du diagnostic des lésions. Bon là, je suis paumé. C'est évident. Quand je dis je suis paumé, je suis capable de comprendre, mais j'ai pas à émettre un avis. Je vais pas émettre un avis parce que je respecte aussi la compétence et d'où viennent mes collègues. Tu sais où est donc, ta place. Donc non, pas paumé, mais exactement. Donc, si maintenant je disais, si je veux continuer à progresser, à développer, continuer à m'intéresser à ce que mes collègues me racontent ou ce qu'ils me proposent. Et là, j'apprends d'eux aussi. Donc, tu te rends toi-même compte dans la dynamique en échangeant avec les collègues s'il y a des choses sur lesquelles tu te sens fort et sur lesquelles tu te sens moins à jour ou moins capable de zoomer en profondeur. Et ça, c'est un exercice important. Je pense qu'il faut faire minimum une fois par an, soi-même, pour savoir où on va. Et j'en reviens aux jeunes des gens qui me contactent en mentoring. Ils arrivent avec une liste des thèmes sur lesquels ils se sentent pas à l'aise et qu'ils veulent approfondir. Et ça va être une accélération de connaissances, d'apprentissage en utilisant un mentor, peu importe, qui va t'aider à accélérer cet apprentissage. Après, j'en reviens à ce que je propose aussi sur ce benchmarking. C'est toujours cette idée de dire voilà, typiquement les kinés. Alors parce qu'après j'ai proposé aussi des questionnaires que tu remplis toi-même par rapport à, justement, ça te permet de passer en revue tes forces et tes faiblesses, tout ça. Je commence à accumuler une base de données sur ces questionnaires-là, et donc là aussi, tu peux automatiquement, de manière complètement informelle et pour toi-même, dire bon tiens, voilà, moi aujourd'hui je suis capable de faire ça c'est moins bien. Enfin toi tu te mets un peu des notes sur je maîtrise complètement, en cours pas du tout, mais alors c'est la catastrophe. Tu le fais toi-même. C'est comment dire, c'est individuel. Voilà, pour être à l'aise. Quand tu vas faire ça, tu vois, ça va être voilà. Et donc ça va te permettre aussi de dire tiens, voilà, par rapport à mes pairs, voilà un peu mon profil. Mes pairs dans ce contexte, dans ce sport, dans ce domaine, voilà comment eux ils se sont auto-évalués. Moi, en m'auto-évaluant, hop, j'ai une petite déviance par rapport à ça. Ok, ça veut dire que tiens, je suis moins au point sur les statistiques que mes collègues. Ok, mais concrètement aujourd'hui, dans mon job, est-ce que j'ai besoin des stats? Ah ouais, c'est vrai que des fois, ok. Ou alors, non, finalement, comment on est organisé aujourd'hui? Non, les stats, c'est pas moi, j'en ai pas besoin. Écoute, je vais pas m'embêter avec ça. Après, voilà. Et après, faut avoir le juge arbitre, savoir qu'est-ce qui est vraiment important à développer aussi dans ton contexte, ou des choses qui doivent être faites immédiatement versus qui peuvent attendre un peu. C'est super parce que tu as déjà en partie répondu à la question suivante où je voulais savoir, pour construire son plan de développement, comment tu fais. Tu vois, quand tu sais où t'es bon, quand tu sais où t'es pas bon, en fait tu regardes où tu as besoin d'être bon dans ton staff et par rapport à tes collègues, et tu dis voilà, ça m'intéresse d'investir là-dessus, d'investir du temps, d'investir de l'argent pour progresser là-dessus, ou pas au final. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Donc quand tu as la fiche de poste, tu connais tes forces, tes faiblesses, sur ton plan de développement personnel, même pas par rapport au club, mais personnel.
Tu vois, est-ce que tu as des conseils pour savoir, j'allais dire, où tu veux aller ou comment tu veux y aller, qu'est-ce qui est ta priorité? Bah ouais, je crois que j'ai pas mal répondu avant, tu vois, sur un peu la démarche. Qu'est-ce que je pourrais rajouter du coup? Après, c'est plutôt l'organisation de comment tu vas te développer en fait. Parce que voilà, ton bilan, tes points forts, tes points faibles et tout, je pense on a suffisamment discuté de ça. C'est plutôt euh, qu'est-ce que tu vas aller chercher. Aujourd'hui, on a la chance, il y a quand même beaucoup de contenu disponible en ligne. Donc, je pense que là, il faut même pas réfléchir à investir 100 balles à droite, 100 balles à gauche, une formation aussi ou ça, ou c'est 200, même c'est 300. Je veux dire, voilà, ça, je pense qu'il faut l'accès. Il y a quand même accès à beaucoup de formations en ligne qui ont de la valeur, ou des webinars, des trucs comme ça. L'intérêt de ça, c'est que ça prend pas trop de temps et t'arrives. En plus, si t'as accès aux enregistrements, tu peux faire ça entre deux trucs. Donc ça, je pense que ça passe obligatoirement par là pour ça. Après, rien ne remplacera jamais des conférences ou des workshops en personne. Pour en faire beaucoup moi-même, je parle pas forcément qu'il faut venir évidemment m'écouter, mais quand je vois les dynamiques qu'il y a derrière dans les gens que tu rencontres, le réseau et tout ça. Et le réseau, c'est pas juste ah tiens, je connais ce mec, il va m'aider à trouver un job. C'est ah ouais, mais vous faites ça chez vous? Mais ah ouais, vous mesurez ça J+1. Bon, on l'a jamais fait ça nous. Ah ouais, comment vous faites? Bon bah tiens, donne-moi ton numéro, on va en reparler. Et là, tu vas apprendre d'autres trucs aussi au travers de tes pairs. Et ça, c'est une richesse énorme aussi. Et puis, je disais quoi d'autre? Et après, sinon, c'est d'être capable d'aller en mode visite, en mode observation. C'est beaucoup plus compliqué parce que toutes les structures sont pas forcément toujours ouvertes à ça. Mais si tu as l'occasion, au moins même une fois par an, de faire une ou deux journées dans un club ou un autre, c'est topissime. Parce que tu vas voir la réalité des choses, comment ça se passe dans leur contexte. Et ça, c'est top. Donc, si tu veux, c'est un peu ces trois points d'entrée. Tu peux rajouter un mentoring en direct aussi, évidemment. Mais donc, voilà, okay, peut-être mentoring, mais je dirais sinon des cours en ligne, des confs, au moins conf, mais plutôt format workshop parce que ça encourage les interactions. Et puis, si tu peux aller visiter ce qui se passe à droite à gauche, c'est pas forcément un gros club, c'est pas forcément dans ton sport. Mais c'est ce qui me plaît aussi, moi, quand je voyage beaucoup à droite à gauche, c'est que quand j'étais là, toi, j'étais au Japon au mois de mars. Je suis allé bosser avec des clubs de foot, mais j'ai aussi vu beaucoup ce qui se passait avec le Centre national des sports science, donc un peu leur équivalent INSEP. Mais d'aller voir comment ils travaillent sur l'aspect métabolique avec certains sports, j'ai appris plein de trucs parce que voilà, et il y a des choses que je vais peut-être pouvoir reprendre. Donc voilà, donc bref, rien de neuf, mais voilà, d'être capable d'aller voir ce que font les autres, même dans d'autres sports, ça a aussi une valeur qu'il faut pas négliger. Top. Martin, si c'est bon pour toi, on a encore 2 questions. Ça le fait? C'est moins 10. Ouais. Parfait. On a parlé d'une qualité essentielle qui est la communication. Comment faire, alors c'est un peu plus global, mais comment faire pour que les gens d'une même équipe et de même staff travaillent bien ensemble? Tu vois, on voit des fois, alors plutôt pour les équipes, mais tu sais, des stages commando ou des trucs comme ça pour entre guillemets souder un groupe et une équipe. Est-ce que tu as avec ton expérience et l'étude que tu as menée, tout ça, est-ce que tu as des choses qui ressortent pour que les gens vivent bien ensemble, communiquent bien ensemble et du coup apportent une plus-value au club? Ouais, ça aussi c'est une autre super question qui mériterait presque un autre podcast, tu vois. Mais tu pourras jamais chanter la composante humaine dans les interactions entre les gens, tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux dire, l'aspect facile entre guillemets, c'est de dire il faut que tu aies une structure très carrée de ton flot de communication, d'avoir des réunions à des moments clés dans la journée, avec des objectifs très clairs de réunion, que tu n'arrives pas dans la salle de bon, on parle de quoi aujourd'hui, tu vois, enfin, faut que tout ça soit très carré. Tu as aussi tout ce qui est lié aux outils de communication. Tu en parles des plateformes, des athlete management system, les outils de com. Donc, bon, tout ça, je dirais, c'est la base. Et que si déjà t'as pas ça, t'attends pas à ce que le reste se passe par magie. Mais une fois que tout est en place,
il faut quand même encore que les gens, ils aient vraiment envie de le faire et qu'ils le fassent pas seulement parce qu'ils sont obligés, mais qu'ils en, à la fois comprennent l'intérêt et que ça se passe, enfin, qu'ils aient, ouais, quand je dis qu'ils aient envie de le faire, que ce soit organique, comme on dit aussi, du moins en anglais. Mais, donc, il faut arriver. Alors, voilà. Est-ce que c'est le stage commando? Bah, ça peut aider. Mais ça, c'est l'art. C'est l'art aussi du leadership, tu vois, de générer une bonne ambiance au travail, de ce que les gens prennent du plaisir à être ensemble, à échanger. Et après, chacun va y trouver, en fonction de sa personnalité, ou chacun va avoir besoin d'une autre entrée dans ce cercle de communication. Tu peux avoir des gens avec des personnalités très, tu vois, bon, t'as 10 000 manières de profiler les gens sur leur personnalité, tout ça, tu vois. Moi, j'aime bien être un peu sur au moins les grandes familles, des gens qui sont très, très catégorisés sur les tâches, sur, donc les gens qui aiment les données, qui aiment la data, qui aiment grandir, qui sont très focusés là-dessus. Donc, eux, eh ben, il faut que dans le meeting, il faut qu'ils s'y retrouvent sur cet aspect orga, sur cet aspect data, cet aspect décision. Mais t'as des gens qui sont plus dans l'empathie, dans l'échange, dans l'humeur, dans l'énergie, dans les choses comme ça. Et ben aussi, il faut qu'ils s'y retrouvent dans le meeting. Donc, il faut qu'ils trouvent à un moment donné une entrée très cool. Alors, j'ai des clubs où les réunions du matin avec l'équipe multidisciplinaire, bah c'était au petit-déj en fait, où c'était tous les jours t'as l'un qui amène un croissant, un truc comme ça. Et du coup, t'as une entrée qui est très très fraternelle, qui est très cool, qui est très facile. Et petit à petit, ça se construit. Et à la fin, tu sors l'Excel et ton ordi, tu vois. Mais au début, tu rentres dedans par le petit-déj. D'autres clubs où, bah non, tu commences direct dans le vif du sujet parce que c'est moins besoin sur les personnes. Donc, enfin, une fois de plus, il y aura jamais mieux ou moins bien, mais en fonction du contexte, en fonction de la culture, en fonction du pays, en fonction des gens, en fonction de plein de choses. Mais c'est sûr qu'il faut que s'il n'y a pas cette volonté d'être ensemble, bah déjà tu pars puis tu vas te faire chier à force, tu vois, si tu le vois tous les jours. Donc cette donnée humaine, elle est plus que centrale. Donc, faut bien profiler les staffs pour être sûr qu'ils bossent bien ensemble. Ouais, arriver à trouver des compatibilités aussi que d'autres. Après, il faut pas non plus chercher, enfin, une compatibilité dans la diversité, parce que c'est avec des gens avec des personnalités différentes que tu vas avoir des complémentarités. Et au final, ton staff, il va être plus riche. Il y a des gens qui pensent différemment et qui ont des visions différentes. Ça, c'est évident qu'il faut la diversité, mais avec une capacité d'interaction. Top. D'ouverture. On en revient à l'ouverture d'esprit et une volonté de s'ouvrir à l'autre. Voilà. On parle d'empathie mais qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est important, l'empathie à ce niveau-là, tu vois? Top. Martin, dernière question. Comment, pour les prospects, pour les staffs, comment être recruté par le club de nos rêves? Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que il faut faire un maximum de bruit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut postuler au culot? Est-ce qu'il faut, tu vois, est-ce que tu as un conseil comme ça pour si c'est justement dans ton plan à moyen et long terme, comment tu y arrives? Un autre podcast, ça aussi. Ouais, bonne question. Ouais. Non, mais tu vois, question que je peux même me poser à moi-même aussi, tu vois, il y a certains contextes, clubs ou autres sur lesquels j'aimerais toujours pouvoir m'associer. Ils m'ont toujours pas appelé, tu vois. Donc c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est sûr que rien ne remplacera. Toi là, je te fais un truc très 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 global, marketing aussi. Appeler toi-même les gens et dire je voudrais bosser avec vous. En général, pour moi, recevoir aussi beaucoup de demandes, ça perd tout de suite en sexiness quand quelqu'un t'appelle lui-même pour lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fonctionne bien, mais c'est pareil pour tout, hein. Je te parle là, marketing global. Ça marche beaucoup mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui te recommande, ou quand j'en reviens. Je sais pas si ça se dit vraiment en français, mais tu vois, les Anglais disent c'est organique, c'est-à-dire que t'as un bon pote à toi qui te dit ah ouais, attends, ce gars-là, il est trop fort. Et ben là, du coup, t'as envie d'aller voir ce gars-là parce que ça vient de quelqu'un que tu connais, tout ça. Donc on en revient au réseau.
On en revient au réseau. Voilà. Mais par contre, si tu veux, il y a réseau et réseau. Moi, ce que je supporte pas, c'est les gens qui utilisent le réseau, mais comme unique point d'entrée, en disant, tu sais, ah ouais, tiens, non, on se connaît pas, mais je connais ton pote et je connais ton pote. Ouais, et alors? Tu vois, donc, il y a réseau et réseau. Et il faut que ce soit, donc, à la fois organique, mais il faut que ce soit, sincère. Tu vois, on en parlait beaucoup à l'époque quand on fait mon podcast avec Lego, avec l'intégrité. Mais le mot intégrité, je te dis, je l'ai marqué c'est ce qui me définit. C'est comme ça que je veux me définir. Et quand on parle des valeurs qu'on a dans la famille avec mes enfants, notre première valeur, c'est l'intégrité. Et voilà. Et après, on a la générosité, la résilience qui nous définissent tous. Et voilà. Et donc, tu peux pas utiliser ton réseau en manquant d'intégrité. Ce que je veux dire, tu vois, c'est que si tu utilises le réseau, il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit intègre, et que si quelqu'un te recommande, c'est parce qu'il le veut bien et qu'il le fait pour toi, et pas que tu vois. Et ça, je te dis, ça m'insupporte parce que il y a trop de gens qui se créent un faux réseau. Et le meilleur exemple du faux réseau, on en revient, je te parlais que tu es beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, c'est top parce qu'il y a plein de choses et tout. Mais le classique, c'est, ah ouais, je suis connecté avec 200 000 personnes sur LinkedIn, mais tu t'en connais pas à 90%, donc ça sert à rien, tu vois. D'où, petite parenthèse, l'intérêt de LinkedIn pour moi, c'est que tu peux suivre les gens sans forcément être connecté. Donc, j'invite les gens à me suivre où je suis des gens, mais je ne connecte ou j'accepte des connexions qu'avec des gens que je connais. C'est évident. Sinon, c'est quoi l'intérêt d'avoir la différence entre suivre et connecter? T'es connecté avec des gens que tu connais. Voilà. Donc, on en revient à cet aspect plus. Alors, je vais pas dire que si tu te connectes avec quelqu'un sur LinkedIn que tu connais pas, t'es pas intègre pour autant. Faut surtout pas essayer. Mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de pas bullshiter le network non plus. Si je peux finir sur un magnifique anglicisme une fois de plus. T'inquiète pas. Martin, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, Julien. Merci à toi. Merci à toi. J'étais très bavard comme toujours. T'inquiète. C'était très récent et très intéressant, et à bientôt pour un 4e. Écoute, si t'as encore le courage ou si les gens... Après, faudra voir si les gens voudront toujours m'écouter. Faut pas non plus, on va pas monopoliser la parole non plus. Mais merci pour l'invitation en tout cas. Merci. Et les questions, c'est top. Merci. Salut Martin. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.